Du coup, j'ai pas encore mis la vidéo. T'espères?
Bon, bah du coup, on va pouvoir commencer le FT. Je vous laisse avec vos super RM, même s'il fait un peu sombre. Elle marche la vidéo. Ouais, ouais, c'est Salut! très sombre. Ouais. Bon, salut, moi c'est Camille, je suis votre RM biochimie biomol. Et du coup, c'est Lia qui est là. Et on va vous faire du coup un petit récap sur deux, trois cours. Pour ma part, on va faire la suite, enfin la fin de la biomol que j'avais pas fait la semaine dernière. Et du coup, on va revoir un point sur les lipoprotéines parce que c'est un cours qui est un peu difficile et j'ai eu plein de questions dessus sur vitamines. Donc, je me suis dit que ce serait cool qu'on fasse un petit récap. Je vais juste mettre le chat pour être sûr de vous avoir. On a personne en présentiel aujourd'hui, alors vous n'hésitez pas à mettre des petits messages sur le chat. Parce que bon, moi, à chaque fois que je fais ça, je vous mets des petites questions, je vous mets vrai, faux, vous me dites vrai ou faux et après on fait la correction. Et voilà. Est-ce que on vous m'entendez bien et tout va bien? C'est OK? Est-ce qu'on peut commencer? N'hésitez pas à répondre. Je prends ce silence pour un oui. Ouais, super. Ben merci. Du coup, on va commencer du coup par les lipoprotéines. Donc alors, première question. Les lipoprotéines sont composées d'un cœur hydrophobe entouré d'une couche amphiphile. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai ou faux? Attends, mais j'avais modifié ça. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai ou faux? Non, mais j'avais modifié le mot amphiphile. C'est bizarre. Bon, en fait, c'est V. Si vous voulez mettre, voilà, hydrophile. Bon, c'est hydrophile. Je vous ai mis le récap de ce que vous avez exactement dans le cours. D'accord? Ça, c'est vraiment le truc le plus important que vous avez dans le cours, c'est de bien comprendre que tout ce qui est hydrophobe, ça peut pas circuler tout seul dans un milieu qui a queue. Pour ça, il va y avoir la création de ces lipoprotéines. Donc vous allez avoir tout ce qui est en périphérie, donc qui est l'enveloppe, qui va être hydrophile. Et vous avez tout ce qui est au niveau central, qui est le cœur, donc qui va être hydrophobe. Voilà. Donc en gros, vous avez comme en fait une balle, hein. Une balle qui peut aller dans tout ce qui est hydrophile. Non mais c'est bien hydrophile, il s'est mal modifié sur le diapo, mais c'était bien hydrophile. Je le remodifierai. Donc vous aviez raison. Donc qu'est-ce que vous avez qui est hydrophobe? Vous avez les triglycérides et le cholestérol qui est estérifié. Donc ça, c'est tout ce qui est au centre, que vous avez sur votre petit schéma là. En vert, le cholestérol, en jaune, les triglycérides. Et en périphérie, donc l'enveloppe, vous avez les phospholipides, le cholestérol qui est libre et des protéines. Voilà. Ensuite, les LDL sont souvent appelés bons cholestérol en raison de leur rôle dans le transport du cholestérol vers le foie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Voilà, ça c'est faux. Vous avez une grosse partie dans votre cours sur ça, sur bon et mauvais cholestérol, notamment sur l'athérosclérose. Donc, pareil, petit récap. Donc, c'est les HDL qui sont appelés le bon cholestérol, tandis que les LDL, eux, ils sont associés au mauvais cholestérol. Donc, les HDL, eux, leur job, c'est de récupérer le cholestérol auprès des tissus périphériques pour le ramener au niveau du foie. Donc, c'est le fameux bon cholestérol qui est dit anti-athérogène. Donc, il va lutter contre les plaques d'athérosclérose. Donc, ces plaques grasses que vous pouvez avoir dans les vaisseaux qui après peut se détacher, créer des AVC, de l'hypertension, tout ça. Et lui, il va être chargé donc de ramener tout le cholestérol disponible de la périphérie vers le filtre géant qu'on a dans notre corps qui est le foie. Et du coup, les LDL, qui est lui le mauvais cholestérol, qui lui a un rôle d'export du cholestérol au niveau du tissu extra-hépatique, donc tout ce qui n'est pas le foie. Et, euh, et là, je vous ai remis le capteur spécifique, c'est le LDL récepteur. Parce qu'à la fin de sa vie, il sera recyclé.
Voilà. Donc, les LDL, ils proviennent de la transformation des VLDL en IDL, puis en LDL. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Exactement, ça, c'est vrai. Donc, les VLDL, il va se transformer en IDL, donc ce joli petit nom en anglais, puis en LDL après la perte de triglycérides. Donc, quand la portion de cholestérol, elle est plus élevée que la portion de triglycérides. Donc, je vais vous faire un gros récap sur les lipoprotéines. Ce que j'aimerais que vous compreniez, normalement, je ne sais pas si vous étiez là sur le cours de biochimie que Jérémy avait fait sur les lipoprotéines, mais il vous a parlé de compartiments. Et c'est hyper important à comprendre dans ce cours de lipoprotéines parce qu'on vous parle de plein de lipoprotéines différentes, mais elles viennent pas tous du même endroit. Mais en soi, si on a compris le mécanisme de qui vient d'où et qu'est-ce qu'il fait, ça devient d'autant plus facile. Donc déjà, vous avez différentes lipoprotéines. Donc là, vous avez le classement que je vous ai remis. Donc vous avez les kilomicrons, les VLDL, les IDL, les LDL, les HDL 2 et 3. Mais en soi, voilà, c'est ce que vous avez sur le schéma ici, mais on vous parle que des LDL, des HDL en général. Donc si on va dans ce sens-là, vous allez pouvoir les classer. Donc vous allez avoir une diminution de la taille, c'est exactement ce qu'on voit là. Vous allez avoir une augmentation de la densité. Donc en fait, elles deviennent de plus en plus denses, parce qu'elles sont de plus en plus petites. Donc, comment ça marche? En gros, vous mangez, euh, vous absorbez des lipides qu'il y a dans la nourriture, et ces lipides, vous les absorbez sous forme euh, de cholestérol estérifié et de triglycérides. Mais en fait, c'est ce qui est ici, là, dans la lumière de votre intestin. Sauf que ça, nous, on veut que ça passe dans le sang. Sauf que pour que ça passe dans le sang, enfin, d'abord dans les cellules que vous avez au niveau du tube digestif, il faut les découper. On peut pas vos cellules, vos entérocytes qu'on appelle, les cellules de votre tube digestif, elles peuvent pas les absorber telles quelles, en triglycérides ou en cholestérol estérifié. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en premier temps, vous allez avoir une dégradation de ces lipides que vous avez mangés. Donc, les triglycérides, ils vont être découpés en monoglycérides acides gras. Et c'est comme ça qu'ils vont passer dans l'entérocyte. Et le cholestérol estérifié, lui, il sera plus estérifié pour passer. Donc, c'est ce que je vous ai mis en récap dans les petits carrés, là, en couleur. Donc, les lipases, elles libèrent les acides gras et le cholestérol, qui soient libres. Il va passer à travers la membrane, dans l'entérocyte. Donc là, il passe dans la membrane. Et dans cet entérocyte-là, vous allez voir le processus inverse. Parce que pour qu'il puisse ces acides gras, ces lipides être passés dans le sang, il va falloir refaire le chemin inverse. Donc dans l'entérocyte, vous allez avoir le processus inverse, qui est la resynthèse au niveau intra-entérocytaire, donc au niveau de vos cellules, à l'intérieur de vos cellules digestives, des lipides, donc des triglycérides et du cholestérol estérifié. Et c'est une étape qui se déroule sous l'intervention de plusieurs enzymes. Donc, maintenant, on était... Alors, je reviens. Là, on était au niveau de la lumière de votre tube digestif. On découpe, on rentre dans vos entérocytes. On repart sur des triglycérides et du cholestérol estérifié. Et maintenant, on va passer dans ce cap-là, là. Donc, au niveau du type digestif, vos triglycérides, vos cholestérol estérifiés vont être associés pour création de kilomicrons, pour ensuite passer dans vos vaisseaux sanguins. Donc là, on parle de voie exogène. Donc en gros, voie exogène, c'est quoi? Exogène, c'est ce qu'on a apporté à l'extérieur à notre corps, donc ce qu'on a mangé en soi. Donc vos aliments. Donc c'est le devenir de quoi? C'est le devenir des kilomicrons. Donc on est à ce niveau ici. J'espère que vous voyez ma souris. Normalement, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, vous avez ingéré des lipides. Il va y avoir création de ces kilomicrons. Ces kilomicrons, ils sont produits au niveau intestinal. C'est l'association au niveau du réticulum endoplasmique des entérocytes de l'ApoB48 des lipides et de la MTP. C'est une enzyme qui permet la structure. Vous allez avoir maturation dans le Golgi.
Ça, c'est classique, vous l'avez vu en biologie cellulaire, ça passe dans le réticulum endoplasmique, puis ça passe dans le Golgi. Et après, vous avez extraction au niveau basolatéral de l'entérocyte pour rejoindre la circulation sanguine. Donc, c'est... Je sais pas. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Apical, basolatéral. Donc là, on est ici. Ensuite, on passe à la voie endogène. Cette voie endogène, c'est quoi? C'est le devenir des VLDL. Donc là, on n'est plus du tout au niveau de l'intestin. Ça, c'était la voie des kilomicrons. Là, maintenant, on passe à une voie endogène. Donc, endogène, c'est création, entre guillemets, par notre corps, ce qui est à l'intérieur de notre corps. Ce que vous avez ici. Donc, ces VLDL, ils sont synthétisés au niveau hépatique, au niveau de votre foie. C'est l'association des lipides de l'ApoB100 et de la MTP au niveau des hépatocytes, donc vos cellules, au niveau des cellules de votre foie. Ces VLDL, ils vont circuler partout et ils vont aller distribuer les lipides. Parce qu'on sait que, enfin, vous savez que les lipides, c'est le substrat qui donne le plus d'énergie. Donc le but, c'est d'aller le distribuer à tout le monde. Donc c'est une lipoprotéine qui est pleine de lipides. Et ces VLDL, au niveau périphérique, ils vont rencontrer la LPL, donc la lipoprotéine lipase, qui va permettre d'hydrolyser ces triglycérides et pour me permettre de distribuer les acides gras dans les tissus périphériques, pour qu'après, ils soient utilisés et permettent de faire de l'énergie. Donc, petit point sur les IDL. En gros, vous venez ici. Les VLDL, ils vont distribuer les VLDL circulants, ils vont continuer à distribuer leurs lipides. Donc, le contenu en triglycérides, il va diminuer. Et ces VLDL, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir des IDL. Donc, une parenthèse, mais en gros, il reste encore une majorité de triglycérides à l'intérieur. Ces IDL qui sont ici, ils vont avoir deux devenirs possibles. Soit ils vont repartir au niveau du foie, ils vont finir leur hydrolyse au niveau hépatique avec la lipase hépatique qui va finir de, entre guillemets, les vider de leur lipides. Soit ils vont se transformer, ils vont continuer leur chemin, ils vont se transformer en DLDL, donc mauvais cholestérol, qui est beaucoup plus dense et qui contient une majorité de cholestérol. En fait, c'est cet idéal-là qui a continué à filer, à se vider de ses triglycérides, parce qu'il a creusé la lipoprotéine lipase partout en périphérie. Donc la partie portion cholestérol elle devient plus grande que la proportion triglycérides. Et cet LDL, il finira par être épuré par les hépatocytes. Donc là, on part sur la voie inverse. Donc c'est ce niveau-là du schéma. Donc c'est le métabolisme des HDL, donc le bon cholestérol qui va être anti-athérogène. Donc il est essentiellement produit par le foie, mais aussi un peu par l'intestin. Il est chargé de ramener tout le cholestérol disponible en périphérie vers le foie. Donc en fait, c'est lui, il va faire, lui, le LDL, VLDL, tout ça, il file leurs lipides partout. Et lui, il va être chargé d'aller chercher le cholestérol un peu partout. Sous l'action de la LCAT, qui estérifie le cholestérol, il y aura moins de cholestérol libre et plus de cholestérol estérifié qui est hydrophobe. Il va alors rejoindre le centre de la lipoprotéine, ce qui fait qu'il va avoir tendance à se sphérifier. Parce qu'on vous dit qu'au début de sa vie, le HDL, il est un peu discoïde et qu'au fur et à mesure qu'il va chercher du cholestérol, il devient mature et sphérique. Donc le HDL, finalement, il va faire quoi? Il va revenir au niveau hépatique. Euh, et la lipase hépatique, elle va hydrolyser le peu de triglycérides qui reste au niveau du HDL. Le récepteur spécifique SRB1, il va réaliser la captation spécifique de la recapture des HDL. Donc, au niveau là, c'est exactement ça là. Là, le HDL, il revient au niveau du foie. Et vous n'aurez pas d'endocytose. Ça, c'est. Vous le verrez peut-être un peu plus tard, mais c'est juste pour que vous ayez le lien. En gros, le HDL, lui, il est pas endocyté, c'est-à-dire qu'il va pas être détruit et réutilisé en HDL. En gros, le HDL, après, il va être recyclé, il peut être utilisé en LDL. En gros, c'est un cycle.
Vous avez l'HDL qui ramène les cholestérols, et puis finalement, bah, le HDL, il a fait son taf, comme on dit, et finalement, il va devenir un LDL. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les lipoprotéines. J'espère que vous avez compris. Le plus important, c'est vraiment de... Ce schéma, franchement, il est génial. Vous avez tout dedans. Vous avez la partie exogène avec les kilomicrons qui naissent au niveau de l'intestin. Tous les lipides qu'on va apporter par notre alimentation. Et vous avez toute la partie endogène interne des échanges qui va se faire dans notre corps. Franchement, si vous avez déjà compris ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est une partie qui est hyper compliquée. Et, euh, et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va partir sur la suite. Donc, la suite de la biomol que j'avais pas fait la dernière fois. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous avez des questions sur les lipoprotéines ou sur les lipides en général? Bon, je prends votre silence pour un oui. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions pendant le FT. Donc, biologie moléculaire, mutabilité et réparation de l'ADN. Donc, la dernière fois, je ne sais pas si vous étiez là, mais on a fait tout ce qui était réplication, transcription, traduction. En gros, on partait du début de l'ADN, acide nucléique, double hélice, jusqu'à la création des protéines. Et donc là, on va voir le côté de bah, je fais ma réplication, il y a des choses qui bougent au niveau de mon ADN, mais ça bouge pas comme il faut, donc j'ai des mutations et il faut que je répare mon ADN. Donc première question, une variation du génome est obligatoirement pathogène. Donc ça c'est faux. Vous n'avez pas forcément que des variations qui sont pathogènes. Alors ce qui est dit dans votre cours, c'est exactement ce que je vous ai mis là, c'est qu'il faut savoir qu'il existe des variations qui sont normales du génome. C'est des variations qui peuvent porter sur une seule partie, des grandes parties ou des plus petites parties. Quand ces variations, elles portent sur une base, on va parler de SNP. Et donc elles peuvent être sur des zones qui sont codantes ou non codantes, dans les zones régulatrices de gènes qui peuvent être parfois plus délétères que d'autres parce que vous avez une région régulatrice qui va faire que ben, il y a cette partie de l'ADN qui va être transcrite en protéines ou non. Donc des fois, c'est des mutations qui sont plus graves. Et vous avez des variations du segment chromosomique, donc qui allant de 1 kilobase à plusieurs mégabases, donc des énormes mutations qui sont, elles, des CNV. Donc voilà, vous avez les petites et les grosses. Donc, euh, donc vous avez plusieurs agents mutagènes qui peuvent vous amener à des mutations. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le cours. C'est ceux qui vous sont énoncés. Vous avez les agents mutagènes endogènes. Donc, c'est endogène, c'est à l'intérieur. Vous avez les agents toxiques endogènes secondaires au ROS. Donc, en gros, c'est les résidus qui sont en gros les espèces réactives à l'O2, qui peuvent être dus à tout ce qu'il y a au niveau de la respiration cellulaire et tout ça. Vous avez les fluctuations thermiques qui peuvent, elles, faire que ça vous fait des mutations ou des dérèglements au niveau de la double hélice. Et vous avez les agents mutagènes qui sont exogènes, donc qui viennent de l'extérieur. Donc notamment les rayonnements UV, les radiations ionisantes. Les rayons UV, vous avez les dimères de thymine, ça on vous en parle pas mal dans le cours. Vous avez les cancérigènes chimiques, tels que le tabac. Et vous avez les virus intégratifs. Donc ça va être des virus qui vont attaquer votre ADN. Et vous avez plein de médicaments, bien sûr. Ensuite, alors, est-ce que le principe du système MMR est de reconnaître le mésappareillement des bases qui entraînent une déformation de l'ADN? Ah, Yanis, t'avais une question. Alors, attends.
On vous dit, là, je vous ai juste mis SNV. Ça, c'est en anglais. Là, c'était juste en single, mais là, on vous parle de polymorphisme. Mais là, c'est pour vous montrer vraiment qu'il y avait deux types. Tu peux vraiment avoir une mutation qui va toucher une énorme partie de ton ADN et des parties qui vont faire que ben, tu as une seule mutation sur un nucléotide, mais ça va te créer un codon stamp et du coup, ben, tu vas avoir une protéine qui va être tronquée, par exemple. Donc, est-ce que le principe du système MMR est de reconnaître le mésapareillement des bases qui entraîne une déformation de l'ADN? Vrai ou faux? Si vous avez pas, c'est pas grave. C'est OK. Bon, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Alors, vous avez plus, au niveau de la réparation, vous avez plusieurs parties dans votre cours qui se chevauchent un peu, mais qui sont à la suite. Donc, en premier, vous avez les corrections d'erreurs qui sont lors de la réplication. Donc, la réplication, c'est le passage, c'est au niveau du cycle cellulaire, quand vous avez bah, votre ADN qui va passer de n quantité à 2n quantité, donc il va se dédoubler. Pendant cette réplication, vous allez avoir vos ADN polymérases qui vont faire leur tâche et qui vont faire leurs élongations. Et ces ADN polymérases, elles peuvent avoir une activité exonucléasique 3'5'. Donc vous avez une élongation qui se fait en 5' 3', puis une erreur, et elle revient dans l'autre sens, donc 3' vers 5', pour corriger l'erreur qu'elle vient de faire. Donc ça, c'est la première. Donc là, je vous ai remis le taux d'erreur, mais diminution du taux d'erreur qui est de 1 sur 10 exposant 5 à 10 exposant 7. Et ensuite, vous avez le système MMR qui lui, du coup, intervient lorsque les erreurs elles sont induites pendant la synthèse de l'ADN par certaines polymérases qui n'ont pas été corrigées par le système d'édition. Donc, il reconnaît le brin néosynthétisé qui porte l'anomalie grâce à la méthylation. Donc, vous allez avoir une erreur qui a été faite, il y a une méthylation qui s'ajoute, donc ça va déformer votre ADN. Et donc, ça vous fait. Donc, ce système MMR, il va reconnaître cette méthylation et donc ce mésappareillement. Et c'est lui qui va s'en occuper. Donc, ça diminue le taux d'une erreur d'une base à 10 exposant 9 lors de la réplication. Donc, là, c'était pour. Je vous ai remis le schéma de la réplication. Donc, vous avez vos ADN polymérases qui vont de 5' vers 3'. En gros, si elles font une erreur à ce niveau-là, elles retournent dans l'autre sens, donc de 3' vers 5', d'où le fait qu'on parle de euh, activité 3', 5' exonucléasique. Si vous l'avez compris, vous ne pouvez pas vous tromper dans les QCM. Ensuite, concernant la réparation directe de l'ADN, on retrouve l'utilisation de la photolyase qui permet chez l'homme la réparation induite par la lumière UV. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Yanis, tu me dis vrai. Alors ça, c'est faux parce que, en gros, petit piège, je vous ai mis que la photolyase, c'est elle qui permet chez l'homme. Et en fait, la photolyase, elle n'est pas présente chez l'homme. En fait, c'est l'enzyme MGMT, là, qui est l'équivalent chez l'homme. Donc si on vous dit, on vous parle de photolyase, chez l'homme, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la deuxième partie des corrections d'erreurs de votre ADN. Donc, vous avez la réparation directe de l'ADN. Vous avez donc la photolyase qui répare les lésions qui sont induites par les lumières UV, qui est elle-même activée par la lumière visible, qui n'est pas présente chez l'homme. Et vous avez le système de réparation des lésions induites par le facteur alkylant, l'enzyme MGMT, qui est l'équivalent chez l'homme. Ensuite, vous avez les systèmes de réparation qui sont indirects. Vous avez excision-réparation de base, système BER. Lui, il intervient sur des réparations courtes. En gros, réparation des bases azotées altérées par oxydation simple brin, désamination oxydative des bases pyrimidiques. Donc là, vous avez toute l'histoire au niveau de mais s'il y a un mésapareillement, qu'on se retrouve avec une mauvaise base pyrimidique, ça permet d'enlever la base, reconnaissance du entre guillemets du trou qui a été fait et remplacement par la base qu'il faut.
Et vous avez excision-réparation de nucléotides, système NER, donc lui qui a un système de réparation long, qui lui va reconnaître la distorsion de l'ADN. Il va permettre l'excision de fragments, mais jusqu'à une trentaine de nucléotides par deux endonucléases spécifiques sur le brin porteur. Voilà, donc BER, c'est sur ce qui est court, c'est des petits mésappareillements. Voilà, c'est une base azotée qui s'est mal appareillée, donc on, on enlève juste la base et on la répare, on met la bonne. Et ça, le NER, c'est sur ce qui est long. Bon, moi, je m'étais dit long, il y a N, et du coup, NER, c'est long. Voilà comment j'ai retenu. Ensuite, le système de réparation homologue comprend une résection des extrémités de l'ADN au niveau de la cassure par une activité exonucléasique. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Ça c'est vrai. Exactement, merci Yanis de participer. Donc ça c'est les dernières, il me semble, réparations possibles. Je sais pas si on a... Bon bref, on s'en fout. Ça vient après les autres. Parce que dans le titre, vous avez les lésions non réparées par les systèmes précédents. Donc vous avez les réparations par combinaison homologue, qui sont les systèmes de réparation qui sont constitutifs. Ça permet la réparation de lésions majeures, comme une coupure du double bond ADN. Ça va être un phénomène qui va être lent, car il va utiliser le chromosome qui est non endommagé contre matrice. Donc vous avez les deux chromosomes, il y en a un, il y a la double hélice qui est complètement cassée, il va se poser sur le chromosome, enfin sur la matrice, il va prendre l'autre chromosome comme matrice, il va recopier le chromosome pour pouvoir réparer cette cassure du brin. Et ensuite, vous avez les réparations par recombinaison non homologue, par jonction des extrémités, donc NEAJ, qui est le système majoritaire chez l'homme. Et c'est un processus qui est rapide, mais il génère beaucoup d'erreurs, telles que les hémopathies. Mais c'est un système qui est quand même important, mais qui peut introduire des délétions ponctuelles. Mais c'est un des mécanismes de réparation des cassures de brin. Donc voilà, là c'était tout ce qui est mutation et réparation. On a revu tous les systèmes de réparation possibles. Donc vous avez tout dans le diapo. Et là on passe à la biologie moléculaire, la PCR. Donc, question suivante. Les acteurs de la PCR sont deux points. L'ADN matrice, l'ADN polymérase, qui est donc la TAC polymérase chimiosensible, les amorces et les nucléotides. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai, faux. Alors attention, la TAC polymérase, elle n'est pas chimiosensible, elle est thermosensible. C'est le principe de la PCR. Donc là, je vous ai remis les acteurs de la PCR. Vous avez le fragment d'ADN double brin matrice que vous allez avoir de base. Vous avez les amorces qui sont essentielles, qui vont être complémentaires du gène cible. Donc on va venir avoir une amorce qui est ciblée sur le gène, comme ça au moins bah, l'amorce elle se met direct au niveau du gène et après je vais juste avoir à faire l'élongation de cette partie qui m'intéresse. Vous avez les quatre types de DNTP pour chacune des bases. Donc vous avez du magnésium et l'ADN polymérase qui est donc la TAC polymérase et qui est thermosensible. Ensuite, une fois synthétisés, les brins courts pendant la PCR. Là, je vous parle de la PCR. Hein. Les brins courts deviennent minoritaires et leur quantité diminue à chaque cycle de PCR. Est-ce que c'est vrai ou faux ça? Vrai, faux? Ouais, exactement. En fait, le brin court, il devient pas minoritaire, il devient majoritaire. C'est le principe même de la PCR. Donc, en gros, le brin court, qui est appelé le produit d'amplification ou produit de la PCR, il est synthétisé à partir de l'étape précédente et il devient progressivement majoritaire et leur quantité augmente de manière exponentielle à chaque cycle de la PCR. Donc,
La PCR, c'est une technique d'amplification ciblée in vitro. Donc, comme c'est une technique d'amplification, ben, ce qu'on veut, nous, c'est de la cible, on en veut plein. Donc, je mets des amorces qui sont spécifiques à ma cible que je veux. Et à force de faire l'élongation de la partie que je veux, ben, comme je continue et que je fais plein de cycles, et ben, cette partie que je veux, qui est donc le produit d'amplification, donc le brin court, ben, il va devenir majoritaire. Puisque je fais que le copier. Je fais du copier-coller, 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 et finalement, il devient... c'est exponentiel, il y en a plein. Donc le principe, c'est quoi? C'est de répliquer une séquence d'ADN qui est connue à partir d'une faible quantité d'acide nucléique à l'aide d'amores spécifiques qui sont constituées d'oligonucléotides et grâce aux propriétés d'une ADN polymérase qui est thermosensible. Donc là, je vous ai remis le schéma, enfin je vous ai remis, non, je vous ai mis le schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Je voudrais juste que, bon, je vous casse un peu, mais donc là, en gros, c'est ce que vous avez de base. Vous avez vos DNTP, vos amorces, qui sont spécifiques du gène que vous voulez avoir dans votre PCR. Et là, vous avez la polymérase. Donc, vous faites quoi? Votre ADN, vous augmentez la température. Il va y avoir dénaturation de l'ADN, donc qui va se séparer. Vous allez avoir les amorces qui vont se fixer, comme elles sont spécifiques, fixées sur le gène spécifique. Modification des températures, la polymérase qui est thermosensible, qui va venir se fixer sur le bras matrice. Et comme dans votre milieu, vous avez vos DNTP, eh bien, il va y avoir élongation de votre gène qui vous intéresse. Donc vous allez avoir un premier cycle. Donc là, vous voyez que les brins matrices de base, bah, ils sont là. Mais comme on continue, on fait les cycles, on fait les cycles, on fait les cycles, bah, finalement, le brin qu'on veut, il devient complètement majoritaire. Donc, d'où le fait que ce soit exponentiel, parce qu'en fait, à chaque fois, on le double. Euh, Ensuite, l'ADN étant chargé négativement, il va migrer sur le gel à la borne positive, oui, borne positive, suite à un champ électrique. Vrai ou faux? Exactement. Donc là, bon, l'image, elle n'est pas super, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Vous avez votre gel qui est placé dans une cuve. L'ADN, il est chargé négativement. Donc avec l'application du champ électrique, bah, il va migrer vers les bonnes positives. Là, vous imaginez que là, vous êtes négatif. Et ici, là, c'est du positif. Donc là, vous posez votre ADN. Et les plus petits migreront plus loin et les plus gros fragments plus loin que les plus gros fragments. Donc moins on en a, moins c'est lourd, donc plus ça va loin et plus ça va vite. Donc vous avez les plus petits qui seront le plus loin possible, le plus près de la bande positive, alors que les plus gros, ils seront le plus proche de la borne négative. Je vous avais mis la vidéo, on peut se la regarder comme ça au moins. Vous avez toutes les étapes. Normalement, c'est la vidéo que vous avez dans votre cours. On va la regarder ensemble juste pour que vous puissiez revoir les différentes étapes. J'espère que le son il est pas trop fort. Waouh, ça marche pas. C'est génial. Vous allez me dire si vous la voyez. Bon, désolé, c'est la pub, hein. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Bon, comme la dernière fois, c'est en anglais, mais vous allez avoir tout ce qu'il faut. Ça, on s'en fout. On vous explique que vous avez votre cible. Ça, c'est tous les agents que vous avez besoin. Votre cible, vos amorces et vos nucléotides. Et votre ADN polymérase. Vous allez tout mettre au même endroit. Ça, c'est ce qui va vous permettre de changer votre température. Et là, vous allez avoir ce qui va se passer.
Donc là, vous avez votre ADN, votre cible. On part sur le premier cycle de la PCR. Donc vous avez dénaturation de l'ADN avec une augmentation de la température, 95 degrés, 95 degrés, pardon. Vos ADN polymérases, vos tags polymérases qui sont thermosensibles. Vous avez vos amorces qui vont venir se fixer à 55 et 65 degrés. Et à 72 degrés, vous avez vos polymérases qui vont venir faire les élongations de la portion d'ADN qui nous intéresse. Donc ça, c'est le premier cycle. Et ensuite, deuxième cycle, on recommence. La redénaturation, les amorces et les ADN polymérases qui vont venir faire les élongations. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris la PCR. Je vais juste voir ce qu'ils vous disent après. Donc là, on vous dit que bah, ça augmente et qu'après, il y en a plein. Et du coup, vous avez plein de cibles d'ADN. Et après, ça, c'est, vous savez, dans votre cours, vous avez toute la partie où vous avez les cycles comment ça s'appelle? Vous avez les cycles, vous avez cycle 1, vous avez tant de cycles et tant de enfin de petites portions et de tant de grandes portions. Bah, là, c'est juste la fin de la vidéo, c'est ça. Donc, je vous remets en... Normalement, si je fais ça, non, c'est pas ça. Voilà. Donc, euh, connaître les valeurs par cycle, je pense que c'est mieux de les connaître. Il vaut mieux que tu le saches plutôt que tu le saches pas et qu'on te pose une question et que tu le saches pas. En soi, c'est exponentiel, donc logiquement, tu peux le calculer. Bon, je sais que de tête, le jour du concours, c'est un peu compliqué, mais il me semble que vous avez trois valeurs de cycle. Au bout de tant de cycles, tu attends. Si tu peux les apprendre, apprends-les. Comme ça, tu es sûr que si jamais ça tombe au concours, bah, tu seras pas sans la réponse. Donc voilà, ça, c'était la migration sous champ électrique. Et du coup, on passe au séquençage, qui est une partie qui est quand même hyper importante. Donc le séquençage, c'est quoi? C'est la détermination de l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un fragment d'ADN. Donc on a de l'ADN et on veut savoir ce qu'il y a comme nucléotide dessus, on veut savoir ce qu'il y a écrit. Donc le principe, c'est une synthèse enzymatique d'ADN complémentaire par une ADN polymérase qui est dépourvue d'une activité exonucléasique à partir d'une amorce unique. Cette méthode, elle utilise des ddNTP qui ne portent pas de fonction hydroxyle au niveau du 3' du ribose. Une fois engagé dans la chaîne, il y aura un arrêt de la polymérisation. Donc ça, si vous avez compris, le fait que l'ADN polymérase est dépourvu d'activité exonucléasique, ça va être hyper simple à comprendre. Donc première question, le séquençage utilise des ddNTP qui portent des fonctions hydroxyles au niveau de 3' du ribose. Donc ça, vous me dites vrai ou faux. Faux, du coup. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc c'est des DNTP, c'est des désoxyribonucléotides. Donc c'est exactement ce que vous avez ici, là. Là, en 3', vous n'avez pas de groupement OH. Vous n'avez pas de groupement alcool. Donc en fait, quand vous avez votre, euh, votre séquençage qui est en train d'être fait, vous avez vos nucléotides, là, votre élongation qui est en train de se faire. Donc 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Donc là, au niveau du OH, ça permet de faire la liaison entre tous les nucléotides, les différentes bases. Et quand vous allez appareiller un DNTP, il va y avoir un blocage parce qu'il ne pourra pas y avoir la suite. Vu qu'il n'y a pas de groupement hydroxyle, pas de groupement OH à ce niveau-là,
il n'y aura pas la possibilité d'avoir le reste de la boucle. Donc, une fois qu'ils sont engagés dans la formation d'une chaîne polynucléotidique, il leur est donc impossible de former une liaison 5'3' phosphodiester avec le nucléotide suivant, ce que je viens de vous dire. Donc, ça va faire quoi? Ça va arrêter la polymérisation de l'ADN. C'est exactement ce que vous avez là. Donc là, vous avez vos nucléotides qui s'y mettent, et par hasard, au bout d'un moment, au lieu que ce soit un nucléotide, vous allez avoir un didésoxyribonucléotide qui va arrêter l'élongation. Donc, comment on fait en pratique? Vous allez avoir, pour pouvoir vous, enfin, pendant les séquençages, trouver la séquence de l'ADN, parce que là, c'est comment ça marche, et là, c'est comment nous, avec un ordinateur ou en faisant l'exploration, comment on retrouve la séquence d'ADN. Vous avez un des nucléotides qui va être marqué de façon radioactive et qui va se mélanger, qu'on va mélanger, qu'on va diviser en quatre tubes. Donc là, vous avez les adénines, les thymines, les guanines, les cytosines. Vous allez avoir quatre milieux réactionnels avec un des DNTB qui est marqué radioactivement. Vous allez faire ce qu'on a fait avant. Donc les brins d'ADN complémentaires, ils vont synthétiser après la dénaturation de l'ADN. Donc il va y avoir association des nucléotides et après des DNTP au hasard à un moment donné. Donc dans le tube, il y a plusieurs copies d'ADN matrice et plusieurs fois la même amorce. Il y a également plusieurs ADN polymérases. Donc en fait, dans un tube, vous allez avoir plein de trucs comme ça. Et à chaque fois, au hasard, il y a un moment donné, au lieu que ce soit un nucléotide classique, c'est un DDNTP qui va s'y mettre. Donc, au bout d'un moment, dans la lecture, ça va s'arrêter. Ce qui permet après d'identifier, ben, par exemple, à ce moment-là, j'ai tel ou tel nucléotide. C'est un peu compliqué, j'espère que vous comprenez, si jamais vous me demandez de réexpliquer. Au hasard, il y a tel ou tel nucléotide qui va s'y mettre. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet que ben, si à ce moment-là, j'ai un DNTP qui est équivalent de la guanine qui s'y est mis, ben, c'est que de l'autre côté, j'ai une cytosine, par exemple. Donc en fait, par complémentarité, ça permet d'avoir toute la portion d'ADN qui nous intéresse, et donc de dire, ben voilà, sur cet ADN, je vais avoir ça. Donc si après, on fait pas en radioactivité, mais sur gel électrophorèse, on peut aussi, en fonction du milieu réactionnel, avoir comment ça s'appelle, le, la séquence ADN. Donc voilà, là, si là j'ai une réaction, ben, je sais que c'est en C, voilà, C, G, voilà. Et c'est ce qui permet en fait de décrire par complémentarité la séquence ADN. Voilà. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Je vais laisser la place à ma collègue. Et si jamais vous avez des questions, de toute façon, on fera des petites questions après. Mais écoutez, je vous laisse avec Lilia. Et bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Clélia, je suis en dixième année de médecine et je suis à l'ARM biologie cellulaire médicaments. J'espère que vous allez bien, vous êtes toujours en forme. Parfait. Alors je crois que c'est comme ça, parfait. Alors, on va commencer par une petite question de révision. Je vais vous laisser répondre tranquillement dans le chat. Si vous avez des questions déjà sur la biologie cellulaire, posez-les maintenant, il n'y a vraiment pas de souci. On prend le temps de répondre vraiment à toutes les questions, surtout sur cette matière. Ah oui. La première question, ouais, c'est la durée du cycle cellulaire, pardon. C'est pas la mitose, c'est le cycle cellulaire. Vous dites que la première question, c'est quelle phase détermine la durée du cycle cellulaire? Ouais, je vois des réponses qui arrivent, effectivement. Non, non, c'est moi, Yanis. J'ai pas bien, j'ai écrit, après j'ai voulu modifier, et après j'ai revoulu modifier, et puis
Eh oui. Alors, après la question 2, comment est-ce que vous qualifieriez la réplication de l'ADN? N'hésitez pas à répondre par message ou quoi. Même si vous voulez parler, levez la main aussi, y a pas de souci. Est-ce que vous vous rappelez, dans la question 3, des exemples de cellules qui peuvent avoir un arrêt temporaire du cycle? Alors, Luna, ça. C'est pas la réponse attendue. En fait, je savais que la question elle était ambiguë. Du coup, j'ai modifié en parlant quel est l'adjectif qui qualifie, en fait, qui qualifie la réplication. Et alors, oui, tu as raison, mais c'est pas ma matière, je pense. C'est la matière de Camille. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Donc, bien joué, Luna. Mais en biologie cellulaire, j'attendais un adjectif, mais c'est moi. Et combien d'étapes la mitose contient-elle? On voit que vous avez participé, merci à vous. On va pouvoir avancer. Oh, comment ça fonctionne? Pour logique, c'est bon. Donc, il y a 5 étapes dans la mitose. En fait, en comptant la prométaphase, sinon il y en a 4. Quelle phase détermine la durée du cycle cellulaire? C'est G1, puisque sa durée est variable en fonction du type cellulaire. On vous le montre sur ce schéma-là. La durée du cycle pour le kératinocyte, qui est une cellule de la peau, est beaucoup plus importante pour ce type cellulaire que pour le globule rouge, parce que on a besoin de beaucoup plus de globules rouges d'en produire en permanence, puisqu'ils sont aussi détruits en permanence. Donc la durée du cycle cellulaire est beaucoup plus courte pour le globule rouge que pour les cellules de la peau. Ensuite, la sortie du cycle cellulaire, elle est temporaire pour l'hépatocyte, c'est-à-dire la cellule du foie, et la sortie du cycle cellulaire est permanente pour le neurone. Alors, il y a des études qui montreraient qu'il y aurait un certain retour dans le cycle cellulaire pour les neurones, mais retenez ce qui est marqué dans le cours. Parce que on est sûr et certain que hépatocyte, c'est temporaire. Et pour les neurones, c'est plus ou moins permanent. La sortie est plus ou moins permanente. Et l'adjectif qui qualifie la réplication de l'ADN, c'est le fait qu'elle soit asynchrone. C'est-à-dire que tout l'ADN n'est pas répliqué en même temps, c'est au fur et à mesure de l'ouverture après de la chromatine, etc. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Est-ce que ça va? Ah, pas de réponse. J'espère que ça va. Parfait. Ah. Alors, moi, je vais pas vous faire la présentation par cours. Je vais vous raconter l'histoire de la synthèse à la dégradation d'une des protéines synthétisées par le REG, qui est on va dire en rouge, et d'une protéine bleue qui, elle, sera dans le compartiment cytosolique. Et on va voir ensemble comment est-ce que tout ça se déroule en liant les différents chapitres, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc on va commencer par ce petit schéma. Alors, les questions ne s'affichent pas, je sais pas pourquoi, mais je vais vous demander de répondre par écrit aux questions que je vais vous lire oralement. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Déjà, vrai ou faux, les protéines cytosoliques portent le signal NES. Les protéines cytosoliques portent le signal NES. N-E-S.
Ensuite, est-ce que, vrai ou faux, 50% des protéines sont partiellement synthétisées par le réticulum endoplasmique? Ok. Et dernière question, vrai ou faux, chaque signal d'adressage doit être utilisé par la protéine. Ouais, bien joué. Vous connaissez bien vos cours, super. Ensuite, enfin, je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour que vous puissiez essayer de déchiffrer ce qu'il y a derrière les rectangles gris. Parce que nous, ce genre de schéma à trous, ça tombe beaucoup en première année en passe. Et bah, comme c'est quand même la matière, vous avez des cours en commun avec les passes, on ne sait jamais. Il vaut mieux vous faire faire un maximum de schémas à trous. Donc n'hésitez pas à prendre un peu quelques secondes pour essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Je vais vous montrer les réponses directement pour que vous puissiez poser vos questions si vous avez besoin, sans avec pour les deux cases du haut. Euh, Au-dessus. Au-dessus du sang et avec. Parce que là, non, c'est pas marqué deux fois. Sinon, j'aurais aussi caché les deux catégories. C'est pas drôle, sinon. Ah oui, voilà, c'est ça. Du, du coup, comme je vous l'avais... Attendez, qu'est-ce que c'était le retour? Je peux pas faire le retour. Oui, c'est ça. Donc là, on avait dit la A, elle est fausse. La B, elle est fausse. Et la C, du coup, elle est vraie. C'est vraiment important parce que chaque signal d'adresse... Enfin, c'est pas parce qu'une protéine a plusieurs signaux d'adressage qu'elle doit tous les utiliser. C'est important qu'il y ait un seul suffit, exactement comme a dit Lucas. Oui, c'est ça. Yanis, pour le schéma là, en haut à droite, c'est bien 50% de chaque côté. C'est la raison pour laquelle la question C est vraie. Du coup, je vous ai fait les petites catégories. Donc, pour la protéine bleue, comme elle n'a pas de signal d'adressage au réticulum cytosolique, elle va poursuivre et finir sa biosynthèse dans le cytosol. Par contre, si elle a des signaux spécifiques, par exemple pour être à la membrane plasmique ou une membrane d'enveloppe, elle elle ira dans ces membranes-là. Et si jamais elle doit être dans le noyau ou dans la mitochondrie ou peroxysome, il y aura des signaux d'adressage spécifiques. Et concernant la protéine rouge, là, pareil, elle aura un signal d'adressage au réticulum endoplasmique et elle sera reconnue par la protéine SRP et qui va lui permettre de rentrer dans le réticulum endoplasmique et de poursuivre, finir sa synthèse dans le système endomembranaire, que ce soit dans le réticulum endoplasmique et ensuite dans d'autres organites avec d'autres signaux de rétention et d'adressage. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours ou sur les notions que j'ai abordées? Pas de questions? Tout va bien? On va avancer du coup. Ah oui, pardon. Bien sûr. Alors juste, je vais vous proposer de me citer quelques modifications post-traductionnelles pour les protéines cytosoliques et pour le signal d'adressage et pour celles qui vont au réticulum endoplasmique. Une ou deux, hein. Une ou deux modifications suffit, juste pour que vous puissiez voir si vous connaissez ou si vous... N-glycosylation, ce serait pour quelle catégorie, Yanis?
oui, l'ubiquitination, ça peut. La glycosylation. Et c'est pour les deux compartiments, pour un seul compartiment, pour lequel? Bon, je vais vous montrer directement le tableau. Euh, je crois, je crois que la présentation sera disponible sur YouTube. Donc vous pourrez également accéder au schéma avec les légendes que j'ai faites. Donc retenez que la glycosylation, elle se fait aussi bien dans le Golgi pour les protéines qui partent dans le réticulum endoplasmique que pour les protéines cytosoliques aussi. Là, vous avez différentes modifications qui peuvent exister. Apprenez pas tout le schéma par cœur, mot pour mot. C'est vraiment comprendre que le biquitinylation, elle ne se fera pas, par exemple, dans le réticulum endoplasmique. Que, par exemple, les ponts disulfures, ils ne se feront pas dans le cytosol. C'est apprenez déjà les quatre qui sont dans le réticulum endoplasmique et la glycosylation qui se fait pour les deux, et vous saurez que tout ce qui n'est pas dans le réticulum euh, ou dans le Golgi sera dans le cytosol. Donc, vous cassez pas la tête. C'est un schéma qui est gros, qui est intimidant, mais vraiment, il fait plus peur que de mal, hein. Là, vous avez un petit schéma avec les différentes étapes de l'exportation des ARNM par les pores nucléaires. Parce que du coup, la protéine, pour les protéines, une protéine, elle sort du noyau après sa production. Mais avant d'être produite dans le cytosol, pardon, c'est l'ARNM qui sort du noyau. L'ARNM sort et après dans le cytosol se fait la synthèse de la protéine. Et du coup, est-ce que vous pourriez m'indiquer l'ordre des étapes qui sont juste ici à côté? Si vous avez des questions également sur le cours, sur quoi que ce soit, on prend le temps, n'hésite pas. Ouais, t'as un bon début, Yanis. Encore merci de participer. Les autres, n'hésitez pas aussi si vous voulez rajouter des éléments. Eh bien, tu as tout bon. Félicitations. En fait, c'est ce schéma que vous avez ici. Donc, l'ARNM, il est transcrit et après, il sera couplé à des protéines qui sont les RNP. Et vous voyez ici la fixation des exportines, parce que la protéine, elle a enfin, l'ARNM, pardon, il a le signal d'adressage de sortie du noyau, qui est le NRS. Et là, vous avez les exportines qui sont ici. Non, les NRS de rétention sortent. Les exportines, elles reconnaissent les non, c'est les NES pour la sortie. Les NRS partent et l'ARNM sort du noyau pour être exporté dans le cytosol. C'est là où il y a des protéines cytosoliques qui se couplent à l'ARNM. Et ensuite, vous allez avoir le recyclage des protéines et des RNP, puis ensuite la néosynthèse ici et le recyclage des NLS. Est-ce que vous avez des questions? On va continuer du coup. Alors, on va
Après avoir rempli leur fonction, les protéines sont détruites. Et en fait, ce sont les protéines cytosoliques normales qui sont détruites par le protéasome. Et je vais vous demander de remplir ce petit extra-trou qui est juste à côté. Et également de me donner les différents éléments qui sont derrière les rectangles gris. Pardon. Oui, c'est... Ah oui, voilà. Partout. Voilà, on va faire comme ça. Le dernier, t'as pas, ben, c'est déjà pas mal ce que t'as mis, c'est bien. C'est déjà très très bien ce que t'as mis. Est-ce que les autres peuvent sont volontaires, peuvent aider ou ont des hésitations? Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Ouais, famille AAA, bien joué Lucas. Allez, qui c'est quel dernier? Qui c'est quel dernier? C'est un mot qui commence par un P. Quand on qualifie une destruction, là, il y a des petits... Comment la destruction? Elle est totale? Elle est pas totale? Elle est comment? Elle est partielle, exactement. Donc, on va reprendre là. Le protéasome est un complexe qui associe plusieurs protéases de la famille AAA. Et en fait, retenez que comme il y a un A, c'est obligatoirement ATP dépendant pour ce schéma-là. Et donc la destruction, elle est ubiquitine dépendante parce que sans les ubiquitines, la protéine n'est pas adressée au protéasome. Et elle est également partielle parce que vous avez ici que vous voyez que la protéine ubiquitinée est partiellement hydrolysée avant d'aller dans ce compartiment-là. Il y a quand même des peptides antigéniques qui sont produits ainsi que des acides aminés. Et la protéine qui doit être dégradée subit une liaison covalente par des ubiquitines. On obtient donc une protéine polyubiquitinylée. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui se passe si la protéine est mono-ubiquitinylée? Parce qu'il faut faire attention, hein, c'est très 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 facile. Alors elle rentre pas dans le protéasome. Merci, c'est déjà une partie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle va pas être détruite. Oui, en fait, c'est un autre signal d'adressage. C'est notre signal d'adressage et ça correspondra. Il me semble que c'est une endocytose. Il me semble que ça fera autre chose. Mais du coup, ça n'entraîne pas une destruction. Oui, c'est une fixation, c'est ça. On vous le précise pas. Il me semble que nous, en passe, on nous avait dit que c'était une endocytose ou que ça entraînait un autre signal, en fait. Mais retenez que vous, c'est polybiquitinylation. Ça va être adressé dans le protéasome. La protéine est partiellement détruite. Ensuite, quelles sont les trois destinations qui sont possibles pour la protéine?
Ouais, bien joué. Bien, bien joué. Alors, voilà. Donc vous avez, on va commencer par le lysosome qui est en bleu. La protéine est donc ubiquitinylée, elle est partiellement hydrolysée et elle sera adressée avec des molécules chaperon au lysosome où elle sera hydrolysée à pH acide. Il pourra y avoir, elle sera hydrolysée, il peut y avoir également recyclage du ligand ou des récepteurs si c'est autre, enfin, dans le lysosome, il peut y avoir également du recyclage qui est possible, il me semble. Dans la deuxième destination, qui est le RE, après il y a la membrane plasmique. Parce que les protéines, elles passent d'abord par le RE, elles rentrent grâce au transporteur TAP. Il y a une peptidase qui va hydrolyser les peptides. Ils seront raccourcis, encore découpés. Ils seront présentés comme antigènes par le complexe euh, complexe, euh, complexe majeur d'immunocompatibilité ou histocompatibilité de type 1. Et comme ça, les anticorps peuvent reconnaître l'antigène. Pour la pour la défense immunitaire qui est, euh, qui est adaptative. Quand tu as les anticorps, c'est adaptatif, c'est dans le type 1. Et ce sera donc exocyté là, ici. La troisième destination, c'est la mitochondrie. Donc les peptides antigéniques sortent et ils finissent. Ils sont. Donc il y a une hydrolyse à pH neutre par une exopeptidase et les acides aminés qui sont produites vont soit redevenir des protéines par néosynthèse protéique, ou alors sont utilisés dans la mitochondrie pour produire de l'ATP. Est-ce que vous avez des questions sur, sur ce chapitre? Alors, pardon. Non, ça va pour ma part. Parfait, merci de ta réponse. Est-ce que d'autres ont des questions ou souhaitent te rajouter quelque chose? Ouais, merci. Comment on peut définir une protéase? Une protéase, c'est une enzyme qui est dans le but de détruire une protéine. Elle peut la cliver, elle peut l'hydrolyser, mais une protéase est une enzyme qui s'attaque aux protéines. De rien, merci à toi. On va passer à la suite. Ah, là aussi, je vais vous demander de deviner ce qu'il y a derrière les rectangles gris, parce que la protéine, là je vous ai montré la destruction d'une protéine cytosolique normale avec le protéasome. Mais il y a également d'autres. Il y a également la cellule va également être détruite à un moment donné de sa vie. Parce que la vie, la mort, tout ça, tout ça. Et du coup, je vais vous demander de me définir ce qui se cache derrière les rectangles. Alors, un nécrose d'inflammation, je crois. Est-ce que tu es sûr de toi? Alors, nécrose, oui. Inflammation, oui. Ok. Et en bas, qu'est-ce que c'est du coup? Le deuxième. En bas, c'est l'apoptose. Et le carré en bas à droite, du coup?
Lui? Je sais pas, bah, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Donc justement, je vais en profiter. Est-ce que les autres peuvent aider? Savent pas, veulent essayer, veulent pas essayer? Là, on a pas mal d'avance devant nous. Si vous voulez poser des questions, prendre le temps, demander des éléments de cours, si vous savez pas, si sur ce chapitre également. Bon, allez, je vais vous montrer la réponse, hein. Alors, il s'agit de la phagocytose, qui se déroule lors de l'apoptose. Donc, la nécrose, c'est la mort cellulaire qui est pathologique et accidentelle. Elle est en bleu indigo ici. Ce n'est pas un mécanisme inflammatoire parce que la lésion, elle est mécanique, chimique. Vous avez un... Ouais, je crois que j'ai dû inverser. J'ai sûrement dû inverser, ce qui est peut-être bizarre. Donc, la nécrose avait une réaction inflammatoire, mais pas pour l'apoptose puisqu'il s'agit de la phagocytose. Voilà. Donc, retenez le schéma avant tout. Donc, la graine nécrose est mort pathologique accidentelle à la suite d'un traumatisme, d'une agression. Vous allez avoir le gonflement de la cellule qui va exploser avec libération du contenu du cytosol. Il y aura une réaction inflammatoire. Mais l'apoptose n'est absolument pas un mécanisme inflammatoire. Il y a eu un décalage quand j'ai rédigé. Mais c'était une mort programmée physiologique. Et la cellule reçoit un signal de mort depuis l'extérieur par un récepteur membranaire ou par l'intérieur de la cellule en raison d'anomalies de l'ADN qui ne sont pas réparables. Et comme il n'y a pas de rupture de la membrane plasmique soudaine, il n'y aura pas de réaction inflammatoire. Et en plus, vous voyez que c'est phagocyté directement. Donc, parmi les étapes, vous avez l'isolement de la cellule, la condensation de sa chromatine, la fragmentation de l'ADN et la formation des corps apoptotiques, qui sont phagocytés par les macrophages, donc il n'y a pas de réaction inflammatoire. Par contre, je peux vous poser la question, même je peux comprendre que ce soit un peu plus complexe. Euh, Comment dire? Si jamais il y a des lésions, d'autres signaux qui proviennent d'une inflammation, peuvent provenir. Il y a des molécules de l'inflammation qui peuvent intervenir dans l'apoptose. Vous le verrez en deuxième année de médecine, si c'est ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, retenez bien que le mécanisme de l'apoptose, pardon, en lui-même n'est pas inflammatoire du tout et que c'est bien la nécrose qui est un mécanisme inflammatoire avec un gonflement, une explosion. Dites-vous que c'est une grande, grosse explosion. Enfin, faut imaginer ça comme ça parce qu'une cellule, c'est tout petit et vous verrez pas sans microscope. Voilà, on a fini. Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose en particulier ou que Camille également revienne sur la biochimie, la biologie moléculaire, le séquençage, la PCR? Est-ce que vous avez des questions en particulier? Vraiment, n'hésitez pas. On a vraiment beaucoup de temps devant nous, si vous voulez. C'est le moment si jamais vous avez des petites zones d'ombre. C'était clair, je trouve. Merci. Yanis. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Qu'est-ce que... Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir y aller, hein, on va vous libérer. Bon courage pour la dernière ligne droite. Oui, tenez bon, là, vraiment, vous avez fait le plus dur. Ouais. Et encore bravo pour tout votre parcours jusqu'à maintenant. Au revoir. Bonne soirée!